Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant. On va voir comment, pour les anciennes civilisations d'Égypte, de Chine et de Babylone, l'astronomie c'était bien plus qu'une simple curiosité. C'était une science fondamentale, celle qui organisait leur monde entier. C'était leur horloge, leur calendrier et même leur boussole spirituelle. C'est la question de départ, vraiment. Imaginez un instant, sans tous ces outils qu'on utilise sans même y penser, comment les sociétés anciennes savaient-elles quand planter, quand faire la fête ou même comment aligner leurs temples les plus sacrés? Comment est-ce qu'elles donnaient un sens au temps qui passe? Eh bien, la réponse, elle était littéralement écrite juste au-dessus de leur tête, dans les étoiles. Le ciel, ça a été le tout premier grand livre que l'humanité a appris à déchiffrer. Pour les Égyptiens, comme on le voit sur ce zodiaque magnifique, le ciel n'était pas juste un vide noir, non, c'était une tapisserie vivante, tissée de cycles et de divinités. Allez, on entre dans le vif du sujet. Comment est-ce que ces cultures ont réussi à transformer les mouvements des étoiles en de véritables systèmes pour mesurer le temps, des systèmes parfois incroyablement sophistiqués? Alors là, on voit émerger deux approches radicalement différentes. D'un côté, on a l'Égypte, avec un système très visuel, basé sur l'observation directe. Et de l'autre, Babylone, qui a développé quelque chose de beaucoup plus abstrait, de mathématique. C'est un peu l'observation pure contre le calcul, le cycle divin face à l'équation prédictive. Deux mondes, vraiment. Les Égyptiens, par exemple, ils ont divisé leur ciel du sud en plusieurs sections. Ils ont repéré des étoiles bien précises qu'ils ont appelées les décans. Le truc, c'est que la réapparition de chacune de ces étoiles à l'est, juste avant le lever du soleil, marquait le début d'une nouvelle période de 10 jours. 36 décans, ça fait 36 semaines de 10 jours, et voilà, on obtient une année de 360 jours. C'était une horloge d'une précision assez remarquable pour l'époque. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces décanes, c'était les rouages de l'horloge cosmique égyptienne. Chaque fois qu'un nouveau décane se levait avec le soleil, hop, une nouvelle semaine de 10 jours qui commençait. C'était un système super élégant et surtout directement lié à ce qu'ils pouvaient observer nuit après nuit. Et maintenant, on change complètement d'univers, direction Babylone. Là-bas, les astronomes, c'était des matheux. Ils ont créé de véritables algorithmes. Ce tableau, c'est un exemple de fonction en zigzag, tiré d'un texte célèbre, le Mulapin. C'est une sorte de feuille de calcul cosmique de l'Antiquité. Au lieu de juste regarder, ils modélisaient les changements, comme la durée de visibilité de la Lune, en ajoutant et en soustrayant des valeurs. C'est la naissance de l'astronomie prédictive. C'est un pas de géant. Et pendant ce temps, en Chine, l'approche était hyper pragmatique. L'astronomie, c'était une question de survie. Le lever d'une étoile ou d'une constellation, comme celle du dragon par exemple, ce n'était pas juste un joli spectacle. Non, c'était le signal qu'il fallait commencer à planter le millet. Le ciel dictait carrément le rythme de l'agriculture. Mais attention, ces civilisations ne se sont pas contentées de mesurer le temps. Elles sont allées beaucoup plus loin. Elles ont utilisé l'astronomie pour construire un modèle complet de l'univers, une véritable carte du cosmos qui était le miroir de leur propre monde. En Chine, le lien entre le ciel et la terre est juste fascinant. Prenez ce caractère « Di ». Il veut dire à la fois empereur et divinité suprême. Pour les Chinois de l'époque, il n'y avait pas de séparation nette. Le pouvoir sur terre était intimement lié, connecté aux puissances du ciel. Et cette carte l'illustre à la perfection. Le pôle nord céleste, ce point fixe dans le ciel autour duquel tout semble tourner, eh bien il était vu comme le double, l'homologue céleste de l'empereur. L'empereur était le pôle de la société et cette étoile le pôle du cosmos. L'ordre sur Terre n'était que le reflet de l'ordre parfait du ciel. Ces deux images nous montrent vraiment deux visions du monde qui s'opposent. À gauche, le plafond égyptien, c'est le mouvement, le voyage cyclique, une procession sans fin de dieux et d'étoiles. Et à droite, le plan du cimetière chinois, c'est l'ordre, la hiérarchie, une structure fixe alignée sur des principes cosmiques. Un univers en mouvement perpétuel face à un univers d'une stabilité parfaite. La vision égyptienne, elle, était double. Il y avait le ciel du sud, avec ses étoiles qui naissent, meurent et renaissent. C'était le miroir de la vie humaine. On les appelait les vivants. Et puis il y avait le ciel du nord, avec ses étoiles qui, elles, ne se couchent jamais. Elles représentaient l'éternité, l'immortalité des dieux. On les appelait celles qui ne connaissent pas la destruction. Le ciel lui-même contenait toute leur théologie sur la vie, la mort et l'au-delà. D'accord, c'est bien beau ces grandes cartes cosmiques, mais concrètement, comment ça se traduisait dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement de la société? Eh bien, ce n'était pas du tout abstrait. En Chine, aligner sa capitale sur le pôle céleste, c'était un acte politique majeur pour légitimer son pouvoir. En Égypte, le Nouvel An, un événement religieux et civil immense, était daté très précisément par le lever de l'étoile Sirius, en même temps que la grande casserole revenait à sa place. Même la mort était organisée par le ciel, avec des tombes en Chine orientées pour connecter l'âme du défunt à l'ordre cosmique. Mais alors on peut se demander comment on sait tout ça des milliers d'années plus tard. Ce n'est pas de la magie, c'est une science bien réelle, l'archéoastronomie.
Des chercheurs comme Karine Gadret suivent une méthode hyper rigoureuse. Ils compilent toutes les données archéologiques, ils recréent le ciel de l'époque avec des ordinateurs, puis ils croisent les informations pour identifier les bonnes étoiles. C'est un vrai travail de détective à la croisée de l'archéologie, de l'astronomie et de l'histoire. Au final, quand on regarde tout ça, qu'est-ce que ces différentes visions du ciel nous racontent sur ce qu'on a en commun en tant qu'être humain ? Pour la Chine ancienne, l'univers était un lieu d'ordre, de structure et de pouvoir. Des phénomènes comme la constellation du dragon, ce n'était pas juste des étoiles, c'était des symboles puissants qui dictaient les saisons et qui justifiaient le pouvoir de l'empereur sur Terre. Les Babyloniens, eux, ont vu tout autre chose. Pour eux, le cosmos n'était pas seulement à observer, il était à calculer. Ils ont fait un saut conceptuel révolutionnaire qui est à la base de toute notre science aujourd'hui. L'idée que l'univers obéit à des règles mathématiques, qu'on peut le prédire. Et enfin, pour les Égyptiens, le cosmos était ce miroir divin, un miroir du voyage sans fin de la vie, de la mort et de la renaissance. Les étoiles n'étaient pas des points froids et lointains, c'étaient des êtres vivants qui participaient au grand cycle éternel de l'univers. Au final, on a 3 cultures, 3 visions du monde, mais une seule et même quête. Que ce soit un ordre mathématique, un pouvoir hiérarchique ou un cycle divin, tous cherchaient à trouver un sens, une structure dans l'immensité du ciel. C'est un instinct profondément humain. Et ça nous amène à une dernière question pour aujourd'hui. Notre ciel à nous, il est rempli de satellites, de signaux radio, de pollution lumineuse. Face à ce nouveau cosmos, ce ciel transformé, quelles histoires, quel ordre, quels mythes les générations futures y liront-elles ? Voilà une pensée sur laquelle on peut réfléchir.